Trump et Poutine, la rencontre, réelle avancée ou énième rebondissement diplomatique, c'est notre grand angle. L'ultimatum lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine s'achève aujourd'hui avec peu d'avancées pour l'heure, si ce n'est cette rencontre annoncée pour la semaine prochaine entre les deux hommes. Rencontre sans Volodymyr Zelensky. Donald Trump à la manœuvre donc, mais toujours pas de résultat. Bienvenue Caroline Tominé. Merci. Bonsoir. D'être avec nous. Vous avez cofondé l'ONG Dog for Ukraine et vous êtes analyste en géopolitique. Avec vous sur ce plateau, Ulrich Bouna. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé chez Eurocreative, le think tank français sur l'Europe centrale et orientale. Et enfin, nous sommes en direct avec Nicolas Tenzer, enseignant en géostratégie à Sciences Po. Je rappelle le titre de votre dernier livre, paru aux éditions de Notre Guerre, Le crime et l'oubli. Donc l'édition, c'est aux éditions Alpha Humanis. Voilà, un ultimatum, un de plus, semble-t-il rester sans effet. Donald Trump lui-même semble désabusé. On l'écoute. Votre délai pour que Vladimir Poutine accepte le cessez-le-feu demain est-il toujours d'actualité ou est-il désormais fluide ? Cela dépendra de lui. Nous verrons ce qu'il a à dire. Cela dépendra de lui. Je suis très déçu, oui. Devez-vous rencontrer Poutine ? Doit-il rencontrer Zelensky avant que vous et Poutine ne vous rencontriez ou... Non. Vous êtes donc disposé à... C'est important car le président Poutine a déclaré ce matin qu'il était plutôt réticent à l'idée de rencontrer... Qui ? Le président Poutine. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas entendu. Pour que vous le rencontriez, il n'a pas besoin d'accepter de rencontrer Zelensky, c'est ce que vous dites. Non, il n'a pas besoin. Non, ils aimeraient me rencontrer et je ferai tout ce que je peux pour mettre fin aux tueries. Voilà, mettre fin aux tueries. Est-ce que vous pensez que cette rencontre annoncée, Caroline Tominé, c'est pour gagner du temps, encore une fois ? Côté russe, en tous les cas, c'est certain. Ça fait 6 mois que ça dure. Côté américain, écoutez, ils ont réintégré la Russie au niveau international. Forcément, les liens aussi au niveau des affaires familiales des Trump sont très proches. Witkoff est donc allé visiter Poutine hier. Et l'arrivée de Witkoff, en fait, était aussi un message d'un investisseur immobilier qui vient rencontrer Vladimir Poutine, mais qui venait aussi rencontrer le directeur du fonds russe direct, Dmitriev, et donc pour développer les liens commerciaux qu'ils ont déjà et qu'ils continuent d'avoir avec la Russie. Pour vous, c'était plutôt la priorité, c'était ces liens commerciaux. On va revenir aussi, parce qu'il y a ces propositions américaines, hein, ça a fuité, semble-t-il, dans la presse polonaise, mais on va y revenir dans un instant. Je voulais juste avoir aussi votre ressenti par rapport, effectivement, est-ce qu'on est encore en train de repousser les échéances Je voudrais quand même ajouter que Poutine a une obsession, hein, c'est d'être prix Nobel de la paix. Donald Trump. Donald Trump. Encore que Poutine a une époque aussi, mais voilà, l'époque est révolue, je crois. Mais... C'est sûrement révolu. Pour Trump, c'est vraiment une obsession. Et Vladimir Poutine a quand même été poursuivi par la Cour internationale de justice pour la déportation d'enfants, qui avait été annoncée la première année de la guerre en 2023 à 700 000 par les Russes. Vous imaginez l'horreur. Les chiffres sont moindres, mais il continue à y avoir des déportations de civils vers la Russie, et c'est industrialisé et c'est organisé avec des rafles dans les hôpitaux, les pouponnières. Établir un lien de business avec la Russie et la réintégrer au niveau de la scène internationale en reprenant le verbatim russe depuis 6 mois est inacceptable. Donc vous dénoncez, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mais Ulrich Bouna, est-ce qu'on en est justement à ça ? Est-ce que là, Donald Trump, c'est vrai qu'ils ont une relation assez étrange, parce qu'il dit qu'il veut en mettre fin aux tueries, il a dit qu'il était agacé, qu'il était frustré, et pourtant, il accepte de le rencontrer. Oui, mais parce que je pense qu'il est persuadé qu'effectivement, par de la diplomatie personnelle, il arrivera effectivement à arracher quelque chose. Et la vraie question, c'est que donc effectivement, déjà, il semble assez clair que l'ultimatum a été complètement écarté d'un revers de main. Hein. On est désormais complètement passé à autre chose, et c'était effectivement assez habile de la part des Russes de proposer ce tête-à-tête pour effectivement éviter toute conséquence sur une fin d'ultimatum, et ça offrait aussi une porte de sortie à Donald Trump. Ce qu'il va maintenant falloir voir, c'est que je pense qu'au-delà
on va dire, de cette stratégie de gagner du temps côté russe, il y a peut-être aussi un espoir. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit avec Steve Witkoff et ce que Steve Witkoff a mis comme proposition sur la table, mais des quelques informations qui fuient, alors on ne sait pas ce qu'elles valent, mais on a quand même le sentiment que c'est un accord extrêmement favorable à Moscou, et donc effectivement, il y a peut-être un espoir côté russe aussi d'arriver à un deal extrêmement favorable entre les Américains et les Russes sur le sujet ukrainien, et en espérant qu'ensuite Washington sera suffisamment puissant pour imposer ses conditions décidées à deux sur l'Ukraine. Alors Nicolas Tanzer, est-ce que vous partagez cette analyse de Ulrich Bouna, effectivement, gagner du temps pour remporter une victoire en quelque sorte? Oui, c'est parfaitement clair. Je partage complètement cette analyse. C'est-à-dire que Poutine, de toute manière, ne veut absolument pas mettre fin à la guerre. Il a toujours son objectif de détruire l'Ukraine, d'asservir et d'anéantir la population ukrainienne, et il considère qu'il a toujours la capacité de manipuler Trump. Il a déjà effectivement dans sa poche, si j'ose dire, Steve Witkoff. On se rappelle que Steve Witkoff, lors d'une précédente rencontre, avait cédé sur tout. Il avait même repris l'ensemble des récits du Kremlin. Donc il avait accepté que les 4 régions d'Ukraine, de Zaporijjia, Kherson, Lugansk et Donetsk, plus la Crimée occupée illégalement par les Russes, reviennent à la Russie. Il avait accepté que l'Ukraine soit démilitarisée, qu'elle n'entre jamais dans l'OTAN. Et là, effectivement, on peut craindre que Poutine, finalement, laisse miroiter à Trump l'espoir d'une soi-disant paix. Mais en fait, cette paix, ce sera la poursuite de la guerre. Parce que Trump veut la poursuivre. Peut-être qu'il fera une pause. Effectivement, on n'en sait absolument rien, mais on sait très bien que la Russie recommencera. Vous voulez dire Poutine Poutine, voilà. pardon, excusez-moi. Voilà, Poutine, effectivement, recommencera. Mais la réalité, c'est que Trump, il a juste envie d'avoir un document avec le mot « accord de paix », et en fait, même si cette paix se fait au prix de l'asservissement de l'Ukraine et de l'Europe, parce que derrière, il y a quand même l'Europe, eh bien, je pense qu'il s'en moque. Et alors, quand je dis, et je termine peut-être là-dessus, quand je dis poursuite effectivement de la guerre, ça veut dire que Poutine espère gagner du temps aussi pour se réarmer. Et dans une perspective de 3 ou 5 ans, c'est d'ailleurs ce que disait récemment le général Burkhardt, il y aura la capacité pour les Russes d'aller beaucoup plus loin, d'attaquer une partie de l'Europe, de renforcer son emprise sur l'Ukraine. Et je pense que c'est vraiment ce danger-là qui nous guette, celui d'une fausse paix, qui est en fait la continuation et l'extension de la guerre russe. Oui, vous évoquiez l'ancien chef d'état-major français. Il y a eu quand même des propositions américaines, des fuites, on ne sait pas trop. C'est un site polonais honnête, on va les voir. Il y a certains points que vous avez évoqués, Nicolas Tanzer, cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, reconnaissance de fait des conquêtes russes, la plupart des sanctions prises à l'encontre de la Russie levées, aucune garantie que l'OTAN cessera de s'étendre en revanche, et soutien militaire des États-Unis à l'Ukraine qui se poursuit. Est-ce que pour vous, ça vous semble tenable? Est-ce que pour vous, c'est la Russie qui gagne avec ces propositions-là? Par étapes, en fait, elle se remet comme un État acceptable au niveau de la scène internationale et même au niveau des États-Unis. Alors, il y a eu des échanges sur le nucléaire où en fait les États-Unis ont été complètement humiliés par la Russie. Là, si on parle de ces sujets de négociation, ça serait pas acceptable évidemment par l'Ukraine et les citoyens d'Ukraine qui savent que de toutes les façons les Russes ne s'arrêteront pas et que la seule solution est d'arrêter par la voie militaire la Russie dans ses attaques. Aujourd'hui, quand on écoute Vladimir Poutine, il ne souhaite pas un cessez-le-feu et il souhaite, par les discussions qu'il a avec Witkoff, à faire accepter au niveau international certaines étapes. La première a été la Crimée, les 4 oblasts. On en est à la 5e visite de Witkoff, qui n'est pas là pour négocier, il est là pour écouter et pour négocier sur la partie commerciale. Alors la partie commerciale, justement, on parle de sanctions. On voit que Donald Trump, il a quand même essayé de faire pression avec l'Inde. Il y a eu cette rencontre avec le conseiller indien. On parle alors on va revenir sur ces sanctions secondaires. Vous n'y croyez pas, vous non plus, Ulrich Bouna? Non, en fait, d'autant plus que, bon, déjà, en fait, par rapport aux sanctions secondaires, l'idée, c'était effectivement de dire tous les pays qui achètent du pétrole à la Russie seront sanctionnés à hauteur d'un certain pourcentage par rapport à leurs échanges avec les États-Unis. 25% quand même pour l'Inde, effectivement. Mais en fait, il n'y a pas que l'Inde. Il y a la Chine qui achète à peu près aussi 2 millions de barils par jour, comme les Indiens. Il y a les Turcs, il y a les Émiratis. Donc, il y a un certain nombre de pays qui achètent du pétrole à la Russie. Tous ces pays-là
sont pas sur la table en termes de sanctions secondaires. Le seul pays qui est sanctionné, c'est effectivement l'Inde à hauteur de 25% supplémentaires par rapport aux 25% initiaux. Mais en fait, on a vraiment l'impression que Donald Trump utilise un petit peu l'argument russe pour mettre une pression supplémentaire pour arriver, parce que il y a des négociations commerciales en cours entre New Delhi et Washington, et donc l'idée probablement de Donald Trump, c'est d'utiliser l'argument de la Russie pour mettre la pression sur New Delhi pour arriver à cimenter un accord commercial qui ferait sauter grosso modo les barrières douanières de New Delhi. Mais sur le pétrole, je pense que vraiment, sincèrement, c'est pas le cœur du sujet, et c'est même presque contre-productif, puisque on voit que New Delhi, déjà, ne courbe pas les chines, et deuxièmement... il a encore salué son ami, Narendra Modi. Et surtout, Narendra Modi a invité Vladimir Poutine à se rendre en Inde fin août. On va juste écouter, on va se demander, les Européens dans tout cela, si vous le voulez bien, puisque même le président ukrainien, qui lui donc n'est pas invité la semaine prochaine, veut qu'il soit pris en compte. Lui, il aimerait participer à ce rendez-vous, mais il rappelle aussi que les Européens, c'est important qu'ils soient là. On va l'écouter, Volodymyr Zelensky. Donc c'était hier. Volodymyr Zelensky sur la présence des Européens. Toutes les décisions qui seront prises pour mettre fin à cette guerre et garantir la sécurité concernent réellement l'Europe tout entière et non un seul pays. C'est pourquoi la voix de l'Europe doit influencer les processus. Alors effectivement, l'Europe doit-elle, je vais y arriver, influencer ou pas? Nicolas Tenzer, justement, il a appelé Donald Trump, le chancelier allemand, mais pas Emmanuel Macron. Là, on sent qu'il y a déjà des divisions. Oui, il y a bien sûr des divisions, mais je pense que c'est peut-être lié à la position du président Macron sur Israël et Gaza, enfin, ou toute autre hypothèse, enfin, qu'on peut mettre sur la table, mais j'allais dire, peu importe. Ce que dit, en fait, le président Zelensky est très important, parce qu'il dit, de toute manière, il faut que les Européens aient leur mot à dire, parce que imaginez que vous ayez un accord sur le dos de l'Ukraine, que l'Ukraine n'est pas obligée d'accepter, que les Européens ne sont pas non plus tenus d'avaliser. Eh bien, ça voudrait dire, ce que j'ai évoqué, la poursuite de la guerre. Imaginons par exemple que les régions conquises par la Russie le restent. Ça voudrait dire que vous avez dans ces régions 1,5 million d'enfants ou d'adolescents qui seraient mobilisés par la Russie comme chair à canon pour attaquer l'Ukraine et plus tard l'Europe. Donc c'est vraiment extraordinairement dangereux. Je rappelle aussi que l'Europe n'aurait plus aucune crédibilité sur le plan du droit international, non seulement celui des frontières, mais aussi le droit humanitaire. On connaît effectivement les crimes de guerre contre l'humanité, de génocide et d'agression. Oui, Caroline Tominé en parlait. Juste, voilà. je me permets juste c'était vraiment fondamental. De vous interrompre parce qu'il y a quand même des Européens qui veulent croire à une trêve. Il y a deux représentants qui se sont exprimés cette semaine. Je pense donc à Donald Tusk, Premier ministre polonais, c'était le 30 juillet. Il existe de fortes chances et de nombreux signes indiquant que la guerre russo-ukrainienne pourrait au moins être suspendue dans un avenir proche. Donc c'est ce qu'il a déclaré. On va voir cette citation du Premier ministre polonais. Et il y a aussi le président tchèque Petr Pavel. Si le pays a payé pour la survie de l'Ukraine et que la Russie occupe une partie du pays, alors c'est un prix acceptable. Là, c'était le 4 août à la BBC. On voit bien que les Européens, en tout cas, ils ont l'impression que ça va bouger. Est-ce que vous êtes d'accord, Loïc Bounari, après vous, Caroline? Alors peut-être juste, en fait, pour revenir très rapidement, si Volodymyr Zelensky insiste autant sur le rôle des Européens, s'il a appelé toutes les grandes capitales européennes depuis 48 heures, c'est que il est très probable que le compte-rendu qui a été fait par Steve Witkoff aux Ukrainiens est extrêmement défavorable à Kiev. Je ferme la parenthèse. Concernant ces déclarations de Donald Tusk et de Petr Pavel, effectivement, oui, je pense que, tout le monde a à peu près conscience que, et même les Ukrainiens en fait, que effectivement si un jour il y a une paix vraiment sérieuse entre les deux pays, il est possible que l'Ukraine ne récupère pas l'ensemble de ses territoires. En tous les cas, d'ailleurs même Volodymyr Zelensky avait dit d'abord qu'il les récupérait militairement, puis finalement que ce serait par la négociation, etc. Mais en fait la vraie question c'est, si jamais il y a un cessez-le-feu, on repart dans les on va dire conditions de Minsk II, c'est-à-dire que grosso modo rien n'empêche la Russie de reprendre l'offensive un jour prochain, d'autant plus qu'a priori, de ces fuites dont vous parlez de la part d'Honnête, il n'y a a priori aucun mécanisme de contrôle et de sanction sur le cessez-le-feu. Donc en fait, on piétine toujours sur ces questions-là. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, je pense que messieurs Pavel et Tusk sont tout à fait prêts à envisager une paix durable avec intégration de l'Ukraine dans l'Europe et dans un deuxième temps dans l'OTAN, mais surtout en fait une paix vraiment sérieuse qui ferait que la ligne de front serait grosso modo une espèce de nouvelle frontière, grosso modo, avec des troupes qui garantiraient le cessez-le-feu et donc la paix. Caroline Tominé, est-ce que vous pensez qu'une trêve est possible ou alors une sorte de guerre perpétuelle ?
La Russie aujourd'hui n'a pas intérêt à faire un cessez-le-feu et encore moins à faire la paix. Elle est en position de force avec ses amis américains, enfin les Trumpistes en tous les cas. En outre, au niveau de l'Europe, en fait, ils souhaitent vassaliser les États-Unis, ils souhaitent vassaliser l'Europe. C'est une sorte de vache à lait qui, avec la guerre en Ukraine, permet aux Américains de vendre de la défense. Et au niveau de l'Europe, ils souhaitent en tous les cas écarter au maximum la France, qui a une autonomie stratégique qui est aussi demandée par les Allemands et la Grande-Bretagne, qui est vraiment évidemment une crainte d'un leadership français en Europe pour les Américains. Donc ils vont chercher à les écarter au maximum. Et puis les Français, en fait, ont cherché aussi à s'affirmer dans la guerre en Ukraine, en soutien aussi sûr pour les Ukrainiens, puisque quand on dit quelque chose, on le fait, à la différence souvent de certains pays d'Europe. Donc ils veulent l'assurance. Ils vont vouloir, les Américains souhaitent écarter au maximum les Français afin d'éviter ce soutien dans l'Europe qui est divisée et à l'Ukraine. Merci infiniment à vous trois d'être venus. Donc on voit beaucoup de questions encore en suspens. Merci encore une fois à vous trois.